L'objectif de notre exploration approfondie aujourd'hui, c'est de déchiffrer un modèle spirituel particulièrement dense. Très dense, oui, et assez fascinant. Absolument. C'est une véritable cartographie de la psyché humaine qui est divisée en 7 niveaux de conscience. Et les documents sur lesquels on se base, ils rassemblent divers textes issus de traditions ésotériques et théosophiques. C'est ça. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est peut-être utile de clarifier très brièvement ce terme de tradition théosophique, vu qu'il revient en boucle dans ces pages. Bonne idée, oui. En substance, c'est un courant de pensée qui cherche à synthétiser la philosophie, la religion et la science. Le but, c'est vraiment de comprendre la nature de la divinité et de l'univers. Et d'ailleurs, la prémisse majeure de cette analyse, elle est assez frappante d'entrée de jeu. Selon ce modèle, la vaste majorité de l'humanité stagnerait actuellement au niveau 2 ou 3 de cette fameuse échelle évolutive. Ouais, c'est un constat qui pique un peu. Grave. Mais ce qui est captivant ici, c'est pas seulement la description un peu théorique de ces états, c'est le fait que ce corpus, il se présente comme un manuel pratique. Tout à fait. La valeur de ce modèle réside précisément dans l'application concrète. L'argument de ces textes, c'est pas de proposer une petite lecture divertissante pour le week-end. Non, pas du tout. C'est vraiment d'offrir un cheminement rigoureux. Ça demande de l'introspection, de la discipline et un service désintéressé. Selon cette philosophie, libérer l'ego, ça relève jamais du hasard. Si beaucoup restent bloqués au premier niveau... C'est par manque d'effort conscient, en gros. Voilà, c'est juste un manque de méthode. Entrons donc dans cette méthode. On va commencer par le tout premier barreau de l'échelle, le niveau 1, qui est désigné sous le terme de conscience instinctive. Le point de départ. Et la description qui en est faite est presque brutale. C'est un stade primal, vraiment très proche de l'animalité. La vie de l'individu y est entièrement pilotée par la satisfaction immédiate des besoins matériels et sexuels. À ce stade, il n'y a aucune place pour la réflexion profonde. Ni pour l'amour véritable, d'ailleurs. Exactement. L'inconscience de toute dimension spirituelle, elle est totale. L'exemple donné dans les sources, c'est celui de la consommation compulsive. Accumuler des objets, chercher des plaisirs sensoriels fulgurants. Entretenir des relations purement physiques, sans aucun engagement. Voilà. C'est vraiment le règne de l'immédiateté. Et la solution proposée pour s'extraire de cette animalité, curieusement, elle est hyper pragmatique. C'est-à-dire ? La première étape, c'est pas de réprimer ses pulsions, c'est simplement de les observer sans émettre de jugement. Le modèle suggère de tenir un journal quotidien pour consigner toutes ces envies compulsives. D'accord, pour les amener du subconscient vers le conscient ? C'est ça. Et ensuite, on introduit la pratique. 10 minutes de pleine conscience par jour centrée sur la respiration abdominale, mais l'action la plus concrète, elle est dans le changement comportemental. Le fameux don anonyme. Ouais. Il est conseillé de remplacer une habitude consumériste par un don anonyme hebdomadaire. Donc plutôt que céder à un achat impulsif, la personne va par exemple offrir de la nourriture à quelqu'un dans le besoin. Je me permets tout de même d'apporter une petite pointe de scepticisme ici. Je t'en prie. Une vie entière de conditionnement consumériste. Ça semble presque trop simple face à des mécanismes psychologiques aussi ancrés. Surtout dans nos sociétés actuelles. Bah oui, où la surconsommation s'est carrément érigée en norme. C'est une objection totalement légitime. Faut vraiment pas voir ces prescriptions comme des remèdes magiques instantanés. Les sources les décrivent plutôt comme des déclencheurs neurologiques et psychologiques. Des déclencheurs ? En fait, l'achat compulsif, ça génère un pic de dopamine très éphémère. En forçant l'acte de donner anonymement, on cherche à activer un autre circuit. Un circuit lié à la sérotonine ou à l'ocytocine qui procure une satisfaction beaucoup plus durable. Ah, je vois. Donc l'idée, c'est pas de guérir l'obsession matérielle en une semaine ? Non, c'est de créer une micro-fissure dans l'ego. C'est le tout début d'un transfert de l'attention. On passe de l'accumulation pour soi à la reconnaissance de l'autre. Et c'est ce glissement qui permet de passer au niveau suivant. Ce qui nous amène logiquement au niveau 2, la conscience collective. Le stade de la tribu. C'est ça. Le sens des relations humaines émerge enfin. On sort de l'isolement primal du niveau 1. Mais le tableau reste quand même assez sombre. L'ego s'y développe très fortement. Avec son lot de jalousie et de possessivité. Oui, l'autre n'est plus un simple objet de satisfaction physique, mais il devient une propriété. La réussite continue de se mesurer à l'accumulation matérielle, et chose super intéressante dans les textes, c'est ici qu'apparaît la spiritualité. Mais une spiritualité très spécifique. Purement utilitaire. Les textes décrivent des individus qui prient ou font des rituels uniquement pour obtenir des faveurs matérielles. Ou assurer leur propre sécurité. Absolument.
La conscience, elle s'élargit pour inclure le groupe, la famille ou la tribu, mais les frontières de ce groupe sont défendues avec une vraie agressivité. On protège les siens, quoi. Voilà. Et pour franchir ce cap, le travail psychologique exigé devient beaucoup plus profond. Il s'agit vraiment de s'extraire de la mentalité de troupeau pour forger une vraie individualité. Développer le fameux « je ». C'est ça. Les textes préconisent de remettre en question toutes les croyances héritées de la famille ou de la société. Et c'est pour ça qu'ils suggèrent la lecture d'œuvres philosophiques iconoclastes. Ils citent notamment Jiddu Krishnamurti. Ce choix n'est pas anodin, pas du tout, parce que Krishnamurti est célèbre pour avoir rejeté l'idée même de gourou, de dogme ou de toute autorité spirituelle extérieure. Sur le plan pratique, l'exercice quotidien, c'est de méditer 20 minutes sur la question « Qui suis-je ?», en dehors de tout rôle social. Juste être. Et il est aussi question d'apprendre à formuler ses besoins dans une relation sans chercher à dominer l'autre. Ça permet de désamorcer cette possessivité dont on parlait. Exact. Et une fois que cette individualité parvient enfin à s'affirmer, on bascule dans le niveau 3, la conscience mentale. Là, on entre dans un espace très cérébral. Oui, le jeu est maintenant solidement ancré. Par contre, cette étape est caractérisée par une dualité omniprésente. C'est le théâtre du dominant et du dominé. Les idéologies s'en donnent à cœur joie. Totalement. Les idéologies politiques ou religieuses s'y expriment avec une force dogmatique incroyable. L'amour évolue, certes, mais il reste conditionnel. Et très transactionnel. On aime l'autre à condition qu'il valide notre propre ego. Exactement. L'illustration la plus frappante de ce niveau dans les textes, c'est le leader charismatique, celui qui utilise des concepts spirituels ou idéologiques pour asseoir son pouvoir personnel et manipuler les masses. C'est l'apogée de l'intellect non tempéré par la sagesse. L'esprit est vif, il est capable de conceptualiser des systèmes hyper complexes, mais l'ego s'en sert comme d'une arme. Une arme d'intellectualisation. Ouais. Et la méthode pour s'extraire de cette dualité, ça marque un véritable point de bascule vers l'intériorité. Le modèle introduit ici la nécessité d'une méditation causale quotidienne. 30 minutes. Causal, ça veut dire quoi concrètement ici ? Alors, dans l'ésotérisme, le plan causal, ça fait référence à l'origine de nos pensées. C'est au-delà du mental analytique. Il s'agit en fait de visualiser une lumière intérieure purificatrice. Et en parallèle, il est exigé de pratiquer un pardon actif. Pour briser les ressentiments qui nourrissent l'ego, j'imagine. Tout juste. Et il y a aussi cette recommandation fascinante concernant la création artistique au niveau 3. Pour détacher l'individu de son besoin constant de validation, il est conseillé de créer de l'art, comme écrire un poème ou peindre une toile, mais avec la certitude absolue que personne ne le verra jamais. C'est puissant, ça. Oui, l'acte de création devient purement thérapeutique. C'est une tentative d'harmoniser le corps et l'esprit sans aucune attente de reconnaissance extérieure. C'est un exercice de dépossession mentale radicale. L'intellect du niveau 3, il vit pour être reconnu. Il vit pour avoir raison, pour dominer par l'idée. Créer dans le secret absolu, ça affame littéralement cet aspect de l'ego. Si on prend un peu de recul 2 secondes pour observer la résonance de ce modèle avec notre société contemporaine, le constat est assez édifiant. Ah oui, c'est un miroir troublant. C'est le mot. La description des niveaux 1, 2 et 3, ça semble être une radiographie parfaite de notre époque. La surconsommation, la marchandisation des relations, la polarisation extrême des débats politiques. Le règne de l'image de soi sur les réseaux. C'est ça. Il est d'ailleurs pertinent pour ceux qui écoutent de se demander dans quelle mesure notre environnement moderne, avec ses algorithmes qui récompensent l'indignation et le matérialisme, agit comme une force de gravité. Une force qui maintient l'évolution collective dans ses strates inférieures. L'observation est très juste. La structure même de l'économie de l'attention repose sur la stimulation constante des instincts du niveau 1, de la tribalité du niveau 2. Et la polarisation mentale du niveau 3. Absolument. Ce paradigme ésotérique, lui, il prône l'exact opposé. Le silence, la retenue, l'anonymat, le détachement. C'est la raison pour laquelle le passage au niveau 4, c'est pas une simple évolution. C'est un saut quantique. Une vraie rupture de paradigme. On quitte le domaine de la survie et de l'affirmation de l'ego pour entrer dans le domaine de l'âme. Alors, entrons dans cette nouvelle sphère. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le niveau 4, la conscience causale. Ça marque l'établissement d'une véritable connexion avec l'âme. L'amour change de nature ici. Oui, l'amour spirituel, il devient super fluide. Fini les transactions du niveau précédent. Ici, l'amour s'exprime sans effort, souvent à travers le concept d'âme sœur.
Le partenariat sert plus à combler un manque émotionnel. Il sert à partager une plénitude. Exactement. Et la créativité artistique explose aussi. Elle est libérée de tout attachement matériel et devient l'expression d'une beauté perçue comme divine. Et cette ouverture, elle s'amplifie de manière spectaculaire quand on passe au niveau 5, la superconscience. Là, on franchit encore un cap. Un très grand cap. À ce stade, l'amour n'est plus du tout seulement dirigé vers un partenaire idéal ou un petit cercle. Il devient véritablement universel. Le texte décrit l'apparition spontanée de facultés intuitives très poussées. Et la sexualité dans tout ça, hein. Parce qu'au niveau 1, c'était le moteur principal. C'est fascinant, parce qu'au niveau 5, elle devient totalement optionnelle. L'énergie vitale est en fait sublimée vers d'autres formes de création. L'exemple utilisé dans le texte pour incarner ce niveau, c'est celui de figures historiques majeures, comme Beethoven. Beethoven. Oui. Et on ne parle pas ici du compositeur tourmenté de la légende, hein. On parle de l'être capable de capter une harmonie universelle, presque sphérique, et de la traduire en musique pour élever l'humanité entière, en transcendant ses propres souffrances personnelles. D'accord. Cependant, pour atteindre et stabiliser ce niveau de superconscience, les pratiques demandées deviennent d'une exigence redoutable. C'est plus juste écrire un petit poème en secret. Non, ça rigole plus du tout. Le modèle prescrit d'intégrer un jeûne intermittent d'une journée complète par semaine, ainsi que 4 heures hebdomadaires dédiées au service humanitaire. On voit aussi l'introduction de techniques visant à développer l'intuition, comme l'écriture automatique. Faut bien préciser ce qu'ils entendent par là. Oui, pour qu'il n'y ait pas de confusion, l'écriture automatique dans ce contexte, ça consiste à laisser la main écrire sur le papier sans aucun contrôle conscient de l'intellect. Le but étant de laisser s'exprimer des couches plus profondes de l'inconscient, ou de l'intuition pure. C'est ça, il y a même des mentions de guérison par l'imposition des mains en état méditatif. On touche là à une frontière où les pratiques exigent une modification radicale du mode de vie. Le jeûne et le service humanitaire, ils visent à purifier le corps physique et à ancrer définitivement l'altruisme. Mais la transition vers le niveau supérieur, le niveau 6, Aïe, le niveau 6. ça requiert un isolement encore plus prononcé. Il s'agit plus simplement de bien se comporter en société. Il s'agit de dissoudre l'identité sociale elle-même. Abordons justement ces prérequis pour le niveau 6, la conscience intuitive de l'âme. Le fossé se creuse encore. Les textes imposent 1 heure de silence absolu chaque jour, sans exception. Pas facile de nos jours. C'est clair. On y ajoute la pratique assidue du yoga Kundalini. Et pour bien saisir, le Kundalini, c'est pas juste quelques étirements sur un tapis, hein. C'est une discipline hyper complexe qui vise à réveiller une énergie primordiale. Souvent symbolisé par un serpent levé à la base de la colonne vertébrale. Exactement, pour la faire remonter à travers les centres énergétiques du corps. S'ajoute à cela un test d'1 mois de minimalisme extrême pour achever le détachement matériel et l'apprentissage du rêve lucide pour maintenir la conscience éveillée, même pendant le sommeil. C'est un travail à temps plein. Et il y a cette image magnifique utilisée pour illustrer la quête de fusion. Celle d'une marche en pleine forêt, où l'individu tente de se fondre énergétiquement avec chaque arbre, sans verbaliser la moindre pensée dans sa tête. Toutes ces pratiques, aussi diverses soient-elles, elles convergent vers un seul but. La dissolution complète de l'ego. C'est la définition même du niveau 6. La notion de personnalité distincte s'efface. Complètement. Le portrait dépeint, c'est celui d'une présence qui rayonne de lumière et d'amour, qui incarne l'harmonie universelle sans aucun filtre intellectuel. La figure classique ici, c'est celle de l'ermite. Qui vit souvent isolé. Mais cet ermitage, même s'il peut être physique sur une montagne, il est avant tout intérieur. Les biens temporels lui sont devenus totalement indifférents et le jugement a disparu au profit d'une compréhension universelle. Ce qui amène inévitablement une interrogation philosophique hyper profonde. Cette dissolution totale de la personnalité distincte, ne pourrait-on pas y voir une forme d'annihilation? Enfin, pour un individu fortement ancré dans notre mentalité occidentale, qui valorise l'individualisme et l'affirmation de soi, perdre son identité comme ça peut ressembler à une mort psychologique. C'est le grand paradoxe de toutes les traditions mystiques. Ce qui est perçu comme une mort par l'ego de niveau 3, c'est vécu comme une naissance par la conscience de niveau 6. Une naissance? Oui, l'abandon de la petite identité biographique, avec son nom, son histoire, ses petits traumatismes et ses opinions, c'est pas vu comme une perte, c'est la levée d'une limitation. C'est pas un vide, c'est un plein. C'est joliment dit. L'individu ne se perçoit plus comme une goutte d'eau isolée, mais il comprend qu'il a toujours été l'océan. Une métaphore qui prépare parfaitement le terrain pour l'apothéose de ce système. Le niveau 7. Le sommet. Total.
À ce stade, l'individu fusionne entièrement avec l'intelligence infinie. La présence absolue est telle que des miracles du quotidien, comme des guérisons spontanées, ou la résolution de conflits juste par la présence, ça survient naturellement, sans aucune préméditation. L'effort disparaît. Oui, le maître réalisé ne perçoit plus aucune séparation entre lui et le reste du monde. Tout ce qui l'entoure est expérimenté comme une extension directe de son propre être. Il vit dans une béatitude qui n'est plus du tout altérée par les circonstances extérieures. Et c'est précisément sur ce sommet absolu que le modèle révèle sa leçon la plus déroutante. Ah. Tout au long de cette ascension, on a parlé d'efforts monumentaux, de la tenue d'un journal, au jeûne, en passant par le yoga Kundalini et le silence imposé. Une vraie discipline militaire. Mais pour entrer véritablement dans le niveau 7, la consigne ultime, c'est l'abandon total de toute pratique formelle. Plus de méditation. La méditation structurée n'a plus lieu d'être. Le jeûne programmé disparaît. L'effort lui-même devient un obstacle. L'action se transforme en un service totalement impersonnel et spontané. C'est incroyable. C'est l'illustration parfaite de la fameuse parabole bouddhiste du radeau. La méthode et la discipline, ce sont des outils indispensables pour traverser le fleuve tumultueux de l'ego. Mais une fois l'autre rive atteinte, Il serait absurde de continuer à porter ce radeau sur ses épaules. L'unité, elle s'atteint pas par la force de la volonté. Elle se révèle lorsque la volonté personnelle capitule définitivement. c'est un voyage conceptuel particulièrement vertigineux. Si on tente d'en faire la synthèse pour terminer, ce modèle propose une évolution folle, allant de la satisfaction des instincts animaux les plus basiques, traversant les méandres de l'ego, de la possessivité, de la soif de pouvoir intellectuel, Pour finalement aboutir à un dépouillement complet. et une fusion lumineuse avec l'univers. C'est ni plus ni moins qu'un plan de route détaillé de la psyché humaine vu sous l'angle de l'ésotérisme. Un plan de route qui s'envisage sur l'échelle d'une vie entière, faut-il le rappeler, voire de plusieurs vies selon certaines de ces traditions. L'exigence de ce cheminement est totale, mais même si on n'adhère pas à l'idée d'une conscience cosmique finale, cette cartographie offre un outil de discernement psychologique redoutable. Oh, c'est sûr. Dans une ère caractérisée par une anxiété chronique, une surcharge d'informations, une superficialité assez rampante, ce cadre de pensée force vraiment l'introspection. Il invite à disséquer nos réactions quotidiennes, à se demander si telle colère naît d'un instinct primal, si telle envie découle de la possessivité, ou si tel argument sert uniquement à gonfler notre petit ego. C'est un exercice de lucidité hyper précieux. Et pour clore cette analyse, il y a une dimension qui mérite réflexion et qu'on n'a pas encore touchée. Laquelle ? La structure même des documents qu'on a parcourus impose une vision très linéaire, comme un grand escalier où on maîtriserait le barreau inférieur pour poser le pied sur le supérieur. C'est vrai que c'est présenté de façon très séquentielle. Mais la réalité de l'esprit humain, elle est peut-être moins rigide. C'est fascinant d'observer comment la conscience humaine navigue potentiellement sur ce spectre de manière beaucoup plus fluide et même chaotique. Tu veux dire des allers-retours ? Exactement. Il est légitime de se demander s'il est possible pour un être humain de toucher à la fulgurance d'une superconscience de niveau 5 lors d'un acte de création artistique hyper intense, pour l'instant d'après, face à une simple contrariété matérielle dans les bouchons ou un conflit d'ego au bureau. Voir sa conscience s'effondrer instantanément au niveau les plus primaires. Voilà, retomber au niveau 1 en un quart de seconde. L'esprit humain n'est peut-être pas appelé à gravir une échelle de manière définitive, un échelon après l'autre, mais plutôt à prendre l'équilibre sur un spectre perpétuellement mouvant. C'est une excellente piste de réflexion à emporter avec soi. Et c'est là que réside peut-être le véritable travail au quotidien pour chacun d'entre nous. Observer ces fluctuations en temps réel.